Bonjour, Ciel Mon Info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'anorexie en présence de Deborah Rosenkrantz. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Pareil, hein. Alors, en fait, toi, tu es une femme pétillante et tu sillonnes de nombreux pays pour raconter ton message d'espoir. Quel est ton message? Ah, waouh. En une phrase ou en 15 minutes? Non, c'est vraiment incroyable aujourd'hui de vivre une vie pleine de joie. Pleine de joie, ouais. Pleine de force aussi. Moi, j'étais anorexique et boulimique pendant 7 ans. Et personne ne s'en est attendu. J'avais 13-14 ans. Je sors d'une famille incroyable. J'ai 3 frères et un jour, je suis partie au sport. Je faisais beaucoup de sport et c'est là que ma vie a changé à travers d'une seule phrase. Et c'est mon grand amour qui nous a regardés. Et après le sport, il est venu vers moi et il m'a dit « Waouh, Déborah, mais tu joues très bien au handball. » Et après, il a sorti la phrase « Mais je me demande comment que tu peux courir étant si grosse que ça. » Et là, avec cette phrase, ma vie a changé. La fille joyeuse que j'étais est devenue une fille dépressive. Je suis rentrée chez moi ce jour-là. J'ai demandé à ma mère comment est-ce qu'on perd du poids. J'avais aucune idée. Oui, je pesais déjà 77 kilos. À cet âge-là, c'était un peu plus que les autres. Mais ça ne m'a jamais dérangée parce que je me suis sentie aimée. Je faisais du sport, j'étais une bonne élève. Mais là, j'ai réalisé que ce n'est pas assez aujourd'hui. Si en tant que femme, tu veux être aimée par les autres, il faut que tu sois mince, il faut que tu sois belle. Et c'est tout ce qui compte. Donc c'est vraiment une parole meurtrière qui t'a emprisonnée finalement après dans une image que tu recherchais pour être aimée par les gens qui t'entouraient. Oui, et dès ce jour-là, tout ce que mes parents m'avaient dit sur moi-même, je ne l'entendais plus. Okay. C'était juste cette phrase de ce gars-là qui est restée dans ma tête. Et c'est ce qui m'a fait arrêter de manger, vraiment. Au début, je ne mangeais plus le soir, ou je me réveillais le matin, je me disais, bah là, si tu ne manges pas, tu vas encore plus maigrir. Mais à la fin, je vivais d'une demi-pomme par jour. Wow. Et même là, j'avais l'impression que c'était trop. Je faisais énormément de sport. Je voulais aller au lit le soir avec moins 400 calories. Wow. Et, est-ce qu'on peut dire que finalement... ce qui a déclenché ton anorexie est passé par une crise identitaire de ta personne. Jusqu'à présent, tu savais qui tu étais pour tes parents et tout d'un coup, le monde extérieur venait. Je ne sais pas si à 13-14 ans, on sait déjà qui en est. J'étais très très jeune, mais ça n'aurait pas dû devenir mon problème à cet âge-là. Oui, je me sentais aimée et appréciée par tout le monde parce que partout où j'allais, c'était un peu... Mais là, c'était vraiment de réaliser, mais ça compte pas dans la vie. Il faut être belle pour être aimée par les autres. C'est tout ce qui compte. Alors, je veux pas dire que c'était une crise identitaire à cet âge. Ou si, ce l'était, mais j'avais pas réalisé que ce l'était. D'accord. Et en perdant du poids, j'ai perdu 30 kilos dans 1 an à peu près. Je voyais bien que j'étais, au début, oui, j'étais belle, tout le monde me disait, mais Déborah, waouh, t'es bien, c'est ce qu'on aime entendre, nous les femmes. Mais après, ça a passé à, oh là là, mais les os sortent partout, je voyais bien que j'étais pas belle, mais là, ça a changé à, ben moi, j'ai le contrôle sur moi-même. Et vous l'avez pas. Ça m'a donné une force et une énergie en même temps, où je me disais, bah, vaut mieux être comme moi que vous. Comme vous, ouais. Donc, ton anorexie te donnait une certaine force aussi. Oui. Tu pouvais contrôler ta vie, ton environnement, les personnes qui t'entouraient. Et ça, c'est devenu mon identité. D'accord. Et je voulais garder ça parce que ça, je pouvais le contrôler, voilà. Oui. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y avait une dimension d'une faiblesse au niveau de la confiance en soi? Absolument. Oui. On peut dire, ouais, je sais que je suis, mais dans une situation comme ça, c'est là que ça se montre vraiment. Oui. Et là, j'ai pu rechercher mes parents.
je leur ai plutôt tourné le dos. Ma mère, bien sûr qu'elle essaye de me faire manger, on a tout essayé, mais je lui disais, mais laisse-moi, je te déteste. Ouais. Il y a des choses, des phrases qui sont sorties par ma bouche où je me disais, oh, mais c'est plus toi, mais c'était plutôt pour garder ce contrôle. Ouais. Ok. Laissez-moi tranquille. Et c'était ça mon identité, la maladie. J'aimerais qu'on puisse regarder un extrait ensemble du psychiatre Rachad Chichakli qui parle justement de ce lien entre le manque de confiance et l'anorexie. Wow. Alors regardons Je veux ensemble. bien. Si vous demandez à un anorexique si elle a des problèmes, il y a de fortes chances qu'elle va dire non, tout va bien. Et puis, de manière plus ou moins authentique, elle dit ceci. Elle ne confabule pas, elle n'est pas en train de dire des mensonges. Pour elle, lorsque on se pose la question, elle imagine que tout va bien et que c'est normal d'être préoccupé, enfin d'avoir une certaine sensibilité autour du poids. Le problème, c'est qu'il y a tout un autre aspect de la personne, souvent, qu'on ne voit pas, qui est caché, qui s'exprime quasi uniquement lorsqu'elle se retrouve seule, et qui donne tout autre chose. Hein, où c'est vraiment un énorme manque de confiance de soi, une impression de ne pas être à l'auteur, une impression de déplaire à la limite, d'être mauvais, d'être sale, des fois, hein, d'être quelqu'un de pas bien, quelqu'un qui ne mérite pas être aimé, hein, et qui devrait alors toujours être dans une sorte de fer, dans une des mises à l'épreuve de valoir être aimé. Nous venons de voir cet extrait de Rachad Chichakli justement et ce qui m'a interpellée dans son apport, c'est qu'il disait qu'en tant qu'anorexique, elle se sentait le besoin de faire pour être aimée. Donc comment est-ce que c'est vrai, je connais ça de moi-même. C'était toute la journée, ça m'a coûté énormément de force de plaire. Ouais. Alors, je faisais la cuisine pour tout le monde, par exemple. Des grands menus de 7, 8 portions par personne. Je mettais plein de sucre, plein de graisse, parce que je voulais voir comme tout le monde prend du poids autour de moi. Et moi, je maigris. Ok. Mais c'était plutôt d'entendre « Waouh, Déborah, t'as bien fait, merci beaucoup, mais t'es incroyable, toi. » Mais dans la cuisine, dès que je touchais du beurre ou de l'huile, je me lavais les mains parce que j'avais peur que ça pourrait passer par la peau, que j'allais prendre du poids. Donc il y avait vraiment une perception faussée de la réalité. Très, très, très malade. Et même moi, je ne réalisais pas. Pour moi, c'était normal. Je sais que ça me coûtait énormément de force. Et le soir, j'allais au lit vers 5 heures parce que j'en pouvais plus. Et là, je pleurais. Et oui, je me sentais sale. Comme il disait, je me voyais comme j'étais, mais je n'avais pas la force de changer quoi que ce soit. Plutôt, je me mettais sur la balance, je voyais, mais t'as pas maigri aujourd'hui, tu vas commencer à courir la nuit. Je me réveillais, je me levais, je faisais de la gymnastique. C'était tellement malade. C'était de la torture. Bah oui. Oui. Bah oui. Alors, il a bien raison avec tout ce qu'il dit, mais on réalise, soi-même, on ne réalise pas. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que il y avait une sorte de cri du cœur quand même pour la vie? Tu cherchais l'amour finalement. Je cherchais l'amour, oui. Mais pas au bon endroit. Pas au bon endroit, non. Ouais. Et là, ça m'a coûté tellement de force et j'ai pas vu la solution. Et au milieu de la maladie, je dirais que j'ai perdu la force. C'est vraiment là, tu te lâches, tu vois plus d'espoir pour toi-même. Et tout ce que tu peux contrôler, c'est ton poids, alors tu mets toute ton énergie là-dedans. Okay. Et ma mère, je la vois encore devant moi, les larmes dans les yeux, mais tous les jours, quand elle me voyait, c'était... Là, il n'y a pas longtemps, j'ai revu une amie qui me connaissait d'autrefois. On était en Hollande ensemble, en tournée cet été. Et là, elle m'a dit, mais c'est incroyable. Un été, je t'ai vue, tu étais superbe. Un an après, tu avais perdu 30 kilos. Wow. Et je savais que là, cet été-là, tu allais rentrer, tu allais mourir. J'allais plus jamais te revoir. Mais tu essayais toujours à rendre tout le monde heureux autour de toi. Tu faisais la cuisine pour tout le monde. Mais nous, on voyait le problème. Et toi, tu jouais un jeu, mais c'était trop clair. Wow. Ça m'a touchée d'entendre ça. C'est clair, c'est fort, ouais. Et à un moment donné,
on arrive à un point de non-retour presque. Ouais, c'est ça. Au niveau corporellement aussi. Hein. Je perdais les cheveux, il y avait des cheveux qui poussaient ici et au dos. Et j'avais toujours mal à la tête, j'avais plus mes règles. Mon médecin me disait que je ne vais plus jamais pouvoir avoir des enfants. Pour moi, c'était horrible parce que je voulais toujours une grande famille. Je sors d'une grande famille aussi. Mais même là, je me disais, je m'en fous, au moins j'ai le contrôle sur moi-même. Et un matin, je me lève, je ne peux plus bouger ma jambe gauche. Je vais voir le médecin, il me dit, mais c'est un manque de vitamine B. Il faudra que tu reçois des piqûres tous les jours pour ça. Wow. Là, j'avais pas peur de la piqûre, j'avais peur des calories dans la piqûre. Tellement malade. Mais là, j'ai eu peur. Et un jour, je suis allée chez le médecin avec ma mère. On y allait tout le temps. Hein. Mais là, ce jour, il me disait, Déborah, je veux pas te parler à toi, je veux parler à ta mère seulement. Mais la porte est restée ouverte un petit peu. Et je pouvais entendre comme il disait, on est vraiment désolé, mais pour votre fille, il n'y a plus rien qu'on peut faire au niveau médical. Votre fille va mourir dans les prochaines semaines. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. J'ai eu peur de mourir. Ouais, comme une prise de conscience quand même. Oui, quand même. Ouais. Une prise de conscience, mais en même temps, le désespoir. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas. Ok. Et donc là, on arrive face à soi-même, ses parents, son entourage. Et qu'est-ce qui se passe? Un déclic? Le grand miracle. Pour moi, c'était le grand miracle. Une nuit, je suis partie, je suis rentrée très très tard. Mes parents ne savaient pas que j'étais partie. Vers 1h, 2h du matin, je rentre chez moi. J'essaye de passer la chambre de mes parents sans faire du bruit. Et là, un grand pleur qui sort à travers de cette porte. J'entends ma mère au milieu de la nuit qui pleure. Je vais plus près de la porte et je l'entends dire « Il n'y a plus d'espoir pour notre fille. On peut déjà organiser le cercueil. Elle va mourir. » Et là, je commence à pleurer parce que je savais qu'elle avait raison. Et j'entends la voix de mon père qui dit « Non, il faut qu'on continue de prier pour notre fille. Notre fille va vivre. » J'ai encore une chair de poule. Ils ont commencé à prier pour moi dans cette chambre, dans cette nuit, sans savoir que moi j'étais devant cette porte. Et aujourd'hui, je dois vraiment dire, cette prière m'a sauvé la vie. Wow. Parce que c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai pleuré devant cette porte et après je l'ai ouverte. Et après des mois, des années de « mais laissez-moi tranquille », j'étais là avec mes dernières forces, mes quelques kilos. Je leur ai dit « je vous ai entendu. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de cette foi que vous avez. Est-ce qu'on peut prier ensemble ?» Et là, ma mère, elle a continué à crier, à pleurer. Mais je me suis mis au lit et on a prié ensemble pour la première fois après tout ce temps. Des mots très simples. Mais là, c'était vraiment le début du grand miracle. Un lâcher-prise total. Ah bah oui. Ouais. Entre les mains de Dieu et une reprise de conscience aussi en tes parents. Oui, les deux. Les deux. Bah, je connaissais Dieu dans ma vie, mais je n'avais pas réalisé que mon anorexie l'intéressait. Je pensais qu'il fallait faire chose à part. Et c'est là que j'ai réalisé, non, mais c'est là où j'ai plus d'espoir qu'il faut que je vienne vers lui. Et il veut m'écouter, il s'intéresse à ma vie. Et là, quand on a prié ensemble, c'est ce que j'ai compris. Bien sûr que c'était un processus. Je ne me suis pas réveillée le lendemain et j'avais 30 kilos de plus. Mais à travers de cette nuit et cette prière, j'ai réalisé, ok, il faut que tu reviennes à lui. Et chaque fois que ça va mal et que c'est dur, bah, il va t'aider. Il faut juste faire ce pas. Oui. Et comment alors, du coup, on guérit de l'anorexie? C'est pas juste je mange du jour au lendemain et... La maladie est très individuelle. Pour moi, il y a quand même quelques années de ça, il n'y avait pas encore des cliniques comme aujourd'hui. Même les médecins, ils ne savaient pas trop quoi faire. Aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'il y a. Je suis heureuse. Même nous, on a une clinique en Suisse allemande pour des filles anorexiques parce que je vois que c'est super important d'avoir des bons thérapeutes. Et
moi, toute la famille s'était occupée de moi. Ma mère qui cuisinait différemment, il n'y avait plus de graisse, plus d'huile, rien du tout, des petites carottes. Et c'était dur. On a beaucoup pleuré ensemble, on a beaucoup prié ensemble. Mais j'ai vraiment pu apprendre à manger à nouveau, pu reprendre le poids et retrouver la vie et la joie de vivre aussi. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Il faut se prendre de l'aide. Une prise en charge globale, autant des médecins, et il faut faire la confiance famille. dans les autres aussi, ce qu'ils disent. Parce qu'on sait plus ce qui est normal. Je savais plus, est-ce que c'est normal de manger une tranche de pain ou 5 Je savais pas. Oui, finalement, il faut pouvoir croire en ce que les autres nous disent. Oui. Et puis de lâcher prise, de dire, ok, je crois que je prends ce pas de foi, en quelque sorte, oui, c'est ça. Pour reprendre à manger et petit à petit. Aussi d'entendre que c'est normal et que c'est même très bien si le pantalon il serre et il faut des choses acheter une autre. basiques. Voilà. Parce que ça c'est la grande peur pour des filles anorexiques. Mais dès qu'on a passé par ça, on réalise mais c'est la victoire. Dès que j'ai une plus grande taille, c'est la victoire, la victoire, la victoire. Et pour moi, c'est toujours ce que je dis, la thérapie est super importante, mais ce qui m'a sauvé la vie, c'est vraiment la foi et ce qui m'a d'être vraiment guérie aujourd'hui. J'aime manger. C'est parce qu'aujourd'hui je sais qui je suis. C'est pas une parole qui va me bouleverser. Parce que je sais qui je suis à travers de la Bible. Je suis devenue une amoureuse de la Bible parce que toute la vérité sur moi-même est dans ce livre super vieux. J'ai commencé à googler Bible et problèmes alimentaires et il y a une page qui s'est ouverte avec des versets bibliques qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont vraiment parlé et c'est cette vérité qui m'a délivrée. Donc c'est au fur et à mesure que tu as compris ton identité en Christ. Ça a pris des années, même aujourd'hui j'ai encore à apprendre. Une fois j'ai parlé à une conférence de femmes, il y a une femme qui a demandé « Est-ce qu'aujourd'hui vous avez plus de problème avec votre poids ?» Dans ce moment, mon pantalon a craqué. C'était trop. Et je lui dis voilà, vous voyez, non. C'est normal, toutes les femmes ont des problèmes avec ça. Même moi, des fois, je me dis mais là, tu te sens pas bien. Mais ça va plus jamais me bouleverser comme là quand j'étais jeune. Plus jamais, jamais, jamais. Parce que là, c'est vrai qu'on peut apprendre à s'aimer. On peut. Mais encore une fois, c'est la Bible qui m'a ouvert les yeux. Et concrètement, Dieu s'est révélé à toi? Ben oui. Mais déjà de réaliser que ça l'intéresse, que c'est pas seulement les sujets d'autrefois là, que c'est vraiment aujourd'hui. Je me sens pas bien. Souvent, avant que je vais sur scène pour parler de ce sujet, j'ai l'impression mais là t'es pas bien en ce moment, t'as pris du poids. Et là je réalise non, ce sont des mensonges dans ma tête. Et souvent je prie, je dis Dieu aide-moi là en ce moment, je me sens pas très bien, montre-moi qui je suis à travers de tes yeux. Ça, c'est au niveau de la foi. Et au niveau humain, je dirais, ben, j'ai mes amis, même ma mère. Je lui envoie un message, je lui dis, ben là, en ce moment, ça va pas du tout, aide-moi, rappelle-moi. Rappelle-moi de qui je suis. Dis-moi la vérité sur moi-même. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on sort de la maison, on voit les belles affiches, les femmes parfaites, la télé, partout. Même en Afrique, les femmes, elles me disent, ben, on connaît ces problèmes. En Afrique. Alors, il faut qu'on mette la vérité avant les mensonges. Ce qui veut dire, le matin, moi, je sais si je sors de la maison sans avoir entendu la vérité sur moi-même, encore une fois, d'ouvrir la Bible, ça va être dangereux. Ce que je vois de très beau dans ta personne, c'est que tu as comme un ministère d'encouragement. Et finalement... C'est parce que j'ai passé dur. C'est ça. Et c'est l'encouragement qui t'a aidé à te relever. Et tu deviens maintenant un encouragement pour toute une génération. J'espère bien. Bah, c'est trop beau pour moi de recevoir des emails des jeunes filles qui me disent waouh, j'étais à l'hôpital, j'étais tout prêt à mourir, j'ai lu ton livre, ça m'a ouvert les yeux. Waouh, et ça m'a changé, ça m'a sauvé la vie à la fin. Je me dis waouh, toi, tu as dû passer dur pour encourager des autres. Et ça va continuer avec ces filles. Magnifique. Déborah, je te remercie vraiment d'être venue ici sur le plateau. Et on va pas se quitter comme ça. Non. Et on va laisser aux téléspectateurs l'opportunité d'écouter ce chant One Prayer. Waouh. Qu'est-ce que peut-être un mot à dire là-dessus c'est toute mon histoire dans un chant. C'est cette prière, cette nuit de mes parents qui m'a sauvé la vie. Et à la fin du chant, c'est dit...
Et une prière, elle peut aussi sauver ta vie. Yes. Merci beaucoup, Déborah. Ça a été un plaisir. Et je vous laisse avec ces quelques instants musicaux. À bientôt. Ciao.